Merci une fois de plus d'avoir choisi la PES TV, la 346 sur les bouquets Canal+. Nous sommes là pour vous parler de notre magazine Direct Grand Débat. Direct Grand Débat, comme vous le savez, c'est ce magazine de réflexion, d'analyse et surtout d'actualité, n'est-ce pas, qui est là, qui reçoit des personnalités pour devoir, n'est-ce pas, donner de points de vue, donner des avis et considérations, de sorte que nous soyons éclairés. Je peux recevoir à 2 ou 3, 4 invités, mais aussi, par moment, nous recevons une seule personne pour parler, n'est-ce pas, de l'actualité, mais aussi d'une information captivante, une information qui concerne plusieurs personnalités, plusieurs personnes, plusieurs Congolais et pourquoi pas plusieurs téléspectateurs de notre chaîne à travers le monde. Et pour aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui est aussi fidèle de cette chaîne, mais également il est Congolais. Les Congolais, être Congolais ne signifie pas vivre à Kinshasa seulement, mais être Congolais, c'est être partout, mais avoir seulement le sang, la nationalité congolaise. Là, je referme la parenthèse. Je reçois sur ce plateau M. Eric Lubamba Ngimbi. Bonsoir, M. Eric. Bonsoir, monsieur. M. Eric Lubamba, pour le compte de notre émission, c'est la première fois que nous vous recevons. C'est un plaisir pour nous parce que vous êtes difficilement joignable étant donné que vous n'êtes pas présent d'une manière permanente ici à Kinshasa, la capitale. Vous êtes au Congo central. Pouvons-nous savoir qui est M. Eric Lubamba? Un peu de mots. Bon, merci bien, monsieur le journaliste. C'est toujours un honneur d'être reçu par le journaliste pour échanger. Bien, monsieur Eric Lubamba, comme vous le dites, c'est un Congolais. Et présentement, nous restons au Congo central. Nous sommes à Boma, mais nous avons des responsabilités en province. Et donc, nous sommes au gouvernorat dans le cadre de la structure de marché public. Et en dehors de ça, nous sommes notables de la ville de Boma. Je crois que nous aurons l'occasion d'échanger pour ces deux casquettes. Voilà, ça nous fait déjà du bien. Le fait que nous avons quelqu'un qui est de la structure du marché public au niveau de la province du Congo central, c'est déjà un plus. Là, nous allons un peu creuser dedans pour en savoir un peu plus. Mais également, il est notable de la ville de Boma. Vous avez suivi dans les différentes éditions de notre journal que la ville de Boma était en veilleuse avec ses activités. Mais il y a eu des gens qui ont levé le temps pour, n'est-ce pas, réfléchir sur la relance des activités, dont mon invité de ce soir. Mais avant tout, l'actualité oblige. Vous savez tous que la RDC venait de recevoir un autre de marque, c'était le pape François qui a séjourné pendant 3 jours dans ce pays. Monsieur Eric Lubamba, est-ce que vous avez pris part à une messe, à la sainte messe que nous avons connue ici à Kinshasa? Tout à fait, nous étions présents et c'était en Ndolo. Une très belle messe, un message percutant, un message qui concernait tout le Congolais et vraiment, nous avons aimé la messe. Et par rapport à ça, comment vous avez trouvé le message du pape, l'organisation dans son accueil et son séjour ici à Kinshasa? Est-ce que vous avez un point de vue à émettre par rapport à ça? Non, je pense que nous devons d'abord, du point de vue organisation, nous devons lancer des fleurs au gouvernement qui a mis sa main dans la pâte. Nous devons remercier l'Église qui s'est impliquée dans l'organisation. Et je crois, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas eu d'incident majeur, et nous devons remercier aussi nos forces de sécurité, police, et c'était vraiment une ambiance de bon enfant. Alors, pour le message, je crois que nous avons eu 2 grands messages, 3 d'ailleurs, le jour où le pape est arrivé. Le deuxième message, c'était devant nos amis de Goma, tous ces déplacés, ces sinistrés, et ces victimes des guerres. Et le troisième message que nous avons eu, c'était le jour de la messe. Bon, pour le jeûne, je n'ai pas participé, mais en fin de compte, c'est un seul message. Le pape nous a amené un message de soir. Parce qu'il a relevé, nous sommes, et pendant la métaphore que j'ai aimée, les papes nous comparaient à un diamant. Et vous savez, lorsqu'on parle du diamant, le diamant est très convoité. Et donc, il voulait d'abord que nous, Congolais, nous soyons conscients de cette réalité. En prenant cette conscience, nous devons savoir que nous le voulions ou pas, nous serons convoités. Mais au-delà de ce message, c'est un message de paix, parce qu'il est revenu sur les atrocités qui se passent à l'Est. Je crois que le pape a été clair et il nous a amené ces messages de réconfort.
et un message lancé à la communauté internationale, et j'ai beaucoup aimé ça. Il a dit: enlevez vos mains de l'Afrique. En fait, c'était une façon de dire trop c'est trop. Et donc, je pense que ce soit le pape, que ce soit son Excellence, Monsieur le Président de la République, les messages convergeaient dans le champ, on dénonce, mais au finish, c'était la paix, parce que n'oubliez pas, le message, les thèmes, c'était « Nous nous réconcilions en Jésus-Christ ». Voilà, parce que ça fait aussi la une. Nous savons tous que le message du pape a été clair, la réconciliation et la paix. Mais aussitôt après son départ, nous constatons déjà des guerres entre une classe politique ou encore un groupe d'hommes qui s'acharnent contre l'archevêque métropolitain, le cardinal Fridolin Mbongo. Je ne sais pas, vous êtes catholique, je suis sûr. Vous êtes notable, vous êtes aussi congolais. Quel est le message que vous voulez lancer par rapport à cette situation de guerre qui prend un peu de l'ampleur sur la scène politique, encore dans les différents salons de conversation des Congolais? Non, je crois que nous devons simplement nous concentrer sur le message de paix. Quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos différences, ne soyons pas distraits. Pour le moment, ce qui nous importe, c'est ce qui se passe à l'Est. Nous devons nous mettre ensemble dans nos prières, dans toutes nos stratégies. Et c'est ici l'endroit de féliciter nos forces armées. Vous suivez les informations. Je crois que de plus en plus, nous avons de bons résultats et cela doit consolider notre union. Donc, ces messages, c'est vrai, lorsque nous avons une masse de gens, il est parfois difficile de contrôler les intentions, mais connaissant la sagesse du peuple congolais, nous allons dépasser ces petits problèmes. Pour moi, c'est un petit problème. Et l'essentiel que nous allons et nous voyons tous du même côté pour la paix et réussir cette guerre qui nous a imposée injustement. Voilà, nous profitons de ce magazine pour lancer ces messages, particulièrement au gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka et au commandant de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Les Kinois veulent à ce que leur vie soit maintenue comme c'était le moment où le pape séjournait à Kinshasa. Donc nous avons connu des embouteillages qui étaient bien gérés, nous avons connu des espaces très salubres, il n'y avait pas de saleté ça et là. Nous voulons que cette façon de vivre continue, donc ne nous ramenons plus à ce qu'on décriait avant. Donc que nous ne soyons pas juste de personnes qui ne vivent mieux que lorsqu'il y a des invités. Donc le gouverneur Jean-Tini Ngobila, vous avez tout entre vos mains pour donner aux Kinois le meilleur cadre pour mieux vivre tel qu'ils aiment, comme ça a été le cas lors de la semaine papale. Voilà. Je reviens à vous, M. Eric Lubamba, parce que vous êtes du gouvernorat du Congo central, vous êtes dans la cellule de marché public. Dites-nous, marché public, c'est un peu d'expliquer un peu à tous ces téléspectateurs qui vous suivent, c'est quoi votre structure, comment vous fonctionnez dedans? En fait, il a plu parce que cela relève des autorités légales. Cela part du protocole de Kananga en 2010. Il était constaté que, surtout à travers le province, nous étions plus dans l'adjudication, c'est-à-dire des marchés qui étaient donnés par des individus aussi facilement. Et donc, il fallait nécessairement, il s'agit de l'argent public, que l'argent soit canalisé, et il fallait quand même des critères pour accéder à la commande publique. Et donc, pour cela, il fallait des structures. Nous avons trois grandes structures. Nous avons d'abord l'ARMP, qui est l'autorité des régulations des marchés publics, ici à Kinshasa. Je crois que vous aurez un jour l'occasion de pouvoir recevoir. C'est une grande structure qui nous permet en fait de nous donner toute la documentation pour agir en ce qui concerne le texte par rapport à notre structure. La deuxième, qui est notre structure, ça s'appelle la CGPMP, la cellule de gestion de projets pour la passation de marchés publics. En fait, nous sommes ces structures qui accompagnons ce qu'on appelle les autorités contractantes, c'est-à-dire les titulaires de marché. Lorsque nous avons, donc c'est-à-dire il y a l'autorité de contractant, lorsque nous annonçons toute la procédure, et nous avons ce qu'on appelle les titulaires, c'est lui qui gagne le marché. Et donc, c'est notre rôle
de pouvoir suivre, lancer cette procédure de telle manière que la procédure puisse donner la chance à ceux qui soumissionnent, à ceux qui comportent dans les challenges, puissent gagner d'une manière honnête, c'est-à-dire. Et là, nous avons des critères. Parce que souvent, on nous dit, pourquoi est-ce que les entreprises congolaises... D'ailleurs, c'est la question que je voulais d'ailleurs poser. Parce que vous êtes au Congo central, nous voyons plusieurs marchés, nous voyons juste, on nous parle de Chinois, on nous parle de tel. Les Congolais ne se retrouvent pas vraiment dans le marché qui sont dans leur propre pays. Qu'est-ce qui fait que les Congolais ne gagnent pas leur marché ici, sur le sol congolais? Alors, bon, c'est quand même fort de dire qu'est-ce qui fait que les Congolais ne gagnent pas. Je vais vous informer pour le PDL 145 territoire. Pour ceux qui ont soumissionné au Congo central, nous avons eu beaucoup d'entreprises congolaises qui ont gagné. Mais d'une manière générale, le problème que nous avons, il y a 3 grands critères. Nous avons d'abord le critère administratif. Généralement, nous, lorsque nous créons nos entreprises, nous sommes distraits par 2 points importants. Je vous dis, vous êtes dans une entreprise de construction. Mais vous allez voir, cette entreprise n'a pas l'agrément des TPI. Et c'est un document important. On vous dit, vos statuts doivent être légalisés. On vous dit, donc, il y a un certain nombre de critères qui déjà, en amont, amènent les Congolais à ne pas être sélectionnés pour la suite. Parce que lorsque nous voyons les critères administratifs, après, nous passons aux critères techniques. Vous voulez faire une route, nous devons quand même nous assurer que vous avez l'expertise de faire la route. Sinon, c'est ce qui se passe. Vous allez voir, une année après, nos routes, souvent, c'est ça le problème. Alors, le troisième, et ça, ce sont des critères financiers. Et là, c'est compliqué parce que dans le marché public, vous devez avoir des garanties bancaires. Et là, ce que je conseille plus aux Congolais, c'est toujours de se mettre en joint venture, en union, pour être fort. Et ça, c'est reconnu. Vous faites des regroupements, vous êtes fort du point de vue financier, c'est là fort du point de vue technique, vous vous mettez ensemble et généralement, ces genres de regroupements, ils gagnent beaucoup de marché. Alors, quand vous parlez des étrangers, les étrangers, ça c'est mon point de vue, ils gagnent souvent le marché lorsque il s'agit plus en termes de partenariat public-privé, parce que là, c'est l'entreprise qui amène le moyen de telle manière pour accompagner soit le gouvernement, soit... Et donc, c'est dans ce sens-là, mais un effort est fait, et ça, c'est la demande du chef de l'État qui insiste. Nous devons faire un effort pour donner la chance aux entreprises congolaises. Et nous travaillons sur cela. Voilà, vous avez évoqué 3 critères de base. Vous avez parlé de critères administratifs, techniques et financiers. Mais je me dis, est-ce qu'un Congolais qui a peut-être qui a quelques failles du côté critères administratifs n'a pas tous les documents, mais il a quand même l'expertise et une logistique rassurante, est-ce qu'il ne sera pas éligible? Bon, ça dépend. Parce que lorsque nous lançons le marché, nous avons, c'est ce que nous disons, nous commençons par des critères administratifs. C'est ce que nous reconnaissons. Lorsque vous lancez un appel d'offres, on va vous dire, lorsque vous atteignez ces critères, c'est sur base de ça que nous allons faire l'évaluation. Parce que pour faire l'évaluation financière, vous devez réussir, c'est comme des étapes. On vous dit, première étape, vous devez réussir au test numéro 1 pour accéder au test numéro 2. Et généralement, le premier test, c'est les critères administratifs. On doit même savoir que vous avez votre attestation fiscale, n'est-ce pas? Parce que vous avez votre numéro impôt. Parce que généralement, nous avons aussi le problème de ce côté-là. Vous devez quand même payer vos impôts. Vous devez vous occuper. Vous avez des travailleurs. Être en ordre avec l'État. Voilà, être en ordre avec l'État. Et ce n'est qu'après, nous passons au deuxième critère, qui peut être les critères techniques. Nous voyons si vous avez le profil. Mais généralement, nous sommes aussi flexibles sans pour autant trop énerver la loi. Mais il arrive par moment que quelqu'un qui gagne le marché, il a rempli tous les critères et il a été sélectionné, mais sur terrain, il vous déçoit. Dans des cas pareils, comment vous réagissez? La loi prévoit, lorsque vous signez un contrat, normalement, vous devez prévoir dans le contrat aussi cet aspect. Ça peut arriver.
il y a deux aspects. Cela aussi peut être indépendamment de sa volonté. Vous pouvez avoir des intempéries, hein, une forte pluie et ça détruit. La loi doit prévoir qu'est-ce qui est dit dans le cahier de charges et dans le contrat. Mais généralement, dans ces cas, nous nous référons plus d'abord à l'autorité des relations publiques, l'ARMP, qui fait l'arbitrage. Mais lorsque nous ne trouvons pas de solution, généralement, la justice peut départager. Voilà, je crois bien que dans votre secteur-là, tellement vous êtes cette structure-là, c'est celui-là qui fait de sorte que le marché soit passé sûrement. Chez vous, il n'y a pas de rétrocommission? Non, pas du tout. Surtout sûrement, vous n'allez pas les dire ici à la télé. Hein? Non, le problème... Ça vient quand même. Non, je vous dis non. Parce que lorsque vous lancez un appel d'offres, vous achetez votre cahier des charges, et là, l'ouverture des plis s'est faite devant toute l'assistance du point de vue secret. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est ici où j'en profite pour saluer et remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Dr Guy Bandou, qui ne ménage des efforts en sait que nos structures deviennent des structures assez efficaces parce que ce sont des structures assez importantes pour pouvoir... Et n'oubliez pas, nous avons l'inspection générale des finances qui généralement nous accompagne aussi dans ce travail. Voilà, nous avons suffisamment et religieusement compris comment fonctionne cette cellule et je crois bien que ce n'est pas comme les bourses en RDC où on vous dit il y a des bourses d'études mais il y a déjà des lauréats qui sont choisis. Chez vous quand même ça s'est fait au vu aussi de tout le monde et puis il y a l'IGF qui est toujours derrière vous pour, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous mettre à l'abri de tout ce qui peut être corruption. Vous êtes... notable de la ville de Boma. Vous êtes au Congo central, revenez un peu dans la ville de Boma où vous avez des racines, vous avez une notoriété. Nous avons suivi par le média, vous avez eu à organiser des matinées de réflexion. Tout à fait. Sur la problématique de la relance des activités dans la ville de Boma. Pourquoi d'abord les activités ont sombré dans cette ville qui est la deuxième ville de la province? Bon, vous devez savoir que, et c'est ce que les gens souvent oublient, qu'au départ, la ville de Boma, c'était une ville à vocation d'exportation. Ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire, à l'époque, nous avons, du côté du bas-fleuve, du Mayom, toutes du point de vue agricole, nous avons les VA, les cafés, les ananas, et toute cette production, lorsque le bateau arrivait à Boma, tous ces armateurs avaient de quoi ramener en Europe. Parce que n'oubliez pas, ils calculaient, c'est dans ces calculs qu'ils s'est retrouvé. Il s'est fait que depuis plusieurs années, nous avons eu des problèmes avec le bas-fleuve et nous allons en parler, surtout avec la route Manterne-Tchela que nous avons en parlé. Cela a amené de plus en plus Boma à se retrouver en isolement. Non seulement cela, nous avons été aussi victimes de la mesure à l'époque d'interdire les véhicules de plus de 10 ans d'arriver à Boma, ce qui fait que le port, normalement, a eu des problèmes. Et j'ajoute aussi l'ONATRA, où la SCT doit être appuyée du point de vue équipement aussi. Parce qu'il faut avouer, de ce côté-là, il y a un problème. Alors, nous nous sommes dit ceci, il fallait quand même commencer à réfléchir. La première réflexion, sous la direction du gouverneur de province, nous avons fait une évaluation au mois de novembre et nous avons défini un certain nombre de problèmes qu'il fallait commencer à relever à court terme, à moyen et à long terme. Et c'est dans ces cadres, vous avez suivi l'arrêté qui a été pris par le gouverneur, étant donné que le contrôle technique est sur place à Boma, il était important que cet arrêté soit mis en place, appliqué, puis c'était déjà un décret qui a été pris par le Premier ministre. Je crois que cela à court terme peut redonner petit à petit vie à la ville, mais à long terme ou à moyen terme, nous disons, et nous martelons, c'est que la route Manterne-Tchela est indispensable pour relancer la vie à Boma. Parce que n'oubliez pas, les grandes entreprises ont fermé. Là, je ne vais pas citer les entreprises civiles, les entreprises des brassicoles. Aujourd'hui, je crois que c'est très important, c'est dont nous disons, pour relancer la ville. Mais lorsque vous parlez de la route Manterne-Tchela, quand nous avons eu
à récupérer les avis de cette population bomatracienne, ils font plus allusion aux histoires usagées qui viennent de l'Europe, ils parlent du port, de Bilokos, ainsi de suite, de véhicules, tout ça. Par contre, vous évoquez une question fondamentale de la route Manterne-Tchela qui doit approvisionner la ville de Boma en produits agricoles qui fera la fierté de l'exportation. Je me pose la question, au jour d'aujourd'hui, avec vos réflexions, avec vos séances que vous animez présentement à travers la province, est-ce que la province du Congo central est prête à exporter encore les produits agricoles? Non, mais je crois que c'est des bonnes guerres. Mais pour le faire, c'est pour cela, vous voyez que ce soit le chef de l'État, que ce soit le gouverneur, nous disons que cette année, ça doit être une année, la politique agricole doit être indispensable. Et vous allez voir, lorsque nous allons dégager le voie d'accès agricole, cela sera une réussite incroyable parce que tous ces produits, je vous dis aujourd'hui, quand vous allez à Luango, mais les ananas sont en train de pourrir parce que la culture est là, mais on ne sait pas acheminer le produit. Et c'est très important que la population comprenne. Les véhicules de plus de 10 ans, plus les années passent en Europe, en fait, ce sont des véhicules qui sont mis de côté. Donc d'ici quelques années, ces débats n'auront plus lieu. En fait, nous n'aurons plus ces véhicules pour pouvoir alimenter la ville. Donc nous devons déjà nous projeter. C'est ainsi, je dis, à court terme. C'est vrai, ça peut nous relancer, mais à moyen terme et à long terme, pour nous, c'est le produit agricole qui doit revenir en exportant. En fait, c'est une émulation à donner à ces armateurs pour pouvoir accoster à Boma. Si ils savent que nous avons des produits à évacuer, ils seront d'accord automatiquement de pouvoir déposer des produits directement à Boma. Et ça, c'est aussi quelque chose pour l'OEBK avec le pont. Mais nous disons, de ces côtés-là, il y a aussi des plans du côté de la douane. Nous devons encore voir. Nous ne pouvons pas comprendre que la personne qui dédouane à Boma, par exemple, puisse avoir le même prix que la personne qui dédouane à Matadi. C'est tout à fait normal pour un importateur. Il se dira, je préfère prendre à Matadi. Donc, ce sont ces petites facilités. Je peux dire, nous devons réfléchir pour pouvoir redonner vie à Boma. N'oubliez pas, le pont à eau profonde arrive. Et donc, nous devons avoir des réflexions globales pour pouvoir amener les développements aussi, que ce soit à Boma, à Matadi ou à Mwanda. Parlons de cette question de développement. Je me dis, les routes et dessertes agricoles de la province du Congo central, je prends dans le bas-fleuve surtout, parce que le bas-fleuve, c'est un grenier agricole pour non seulement la capitale, mais pour toute la zone de l'Afrique ici. Je me pose la question, ces routes-là sont restées en état de délabrement très avancé depuis des années. Et il y a une succession de différents gouverneurs. Est-ce qu'avec le gouverneur actuel, le lobbying sera fait pour que cette route-là, Manterne-Tchela, par exemple, qui est une route très capitale, est-ce que cette route-là peut bénéficier aujourd'hui d'un espoir de la part de la population? Parce qu'on sent que le gouverneur se succède, les gouvernements nationaux se succèdent, mais cette route-là reste toujours dans cet état-là. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir avec le gouverneur actuel Dibandou et le gouvernement actuel de Samuel Kondé? Oui, parce que je vous informe, j'ai eu la grâce de rencontrer personnellement le nouveau directeur général de l'ACGT. Et je vous dis, cette fois-ci, les bouchées sont mis pour que nous puissions lever, parce que vraiment, ce n'est pas possible. Ça fait plusieurs années, nous revenons sur ces problèmes. Et donc, il y a des montages qui sont faits. Je n'ai pas la primeur, mais d'après les informations, déjà cette semaine, des études de validation vont se faire pour confirmation. Parce qu'il y avait déjà des études pour confirmation des Manternes à Singini. N'oubliez pas que le premier président a quand même été enterré à Singini. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir réhabiliter. Et ça, c'est vraiment une demande du chef de l'État. Du côté du gouverneur de province, lorsque vous lisez son plan d'action ambitieux, vous allez vous rendre compte, cela est pris en compte. Mais pour la route Manterne-Tchela, n'oubliez pas, ça relève de la concession, donc ça relève du gouvernement central. Et je crois que le ministre national des ITPR, qui est passé dernièrement, a aussi confirmé que des instructions ont été données et cela doit se faire et va se faire. Et nous sommes derrière là pour continuer à pousser parce que nous savons que ce droit, il y va aussi de notre survie.
Monsieur Eric Loubamba, que je reçois sur ce plateau, vous êtes notable dans une grande ville, vous avez de la notoriété dans la province, vous êtes un nom. Je sais que votre façon de réfléchir va influencer beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans cette partie de la République. La province du Congo central, c'est une province qui est dans le top 3 des provinces qui réalisent des recettes très percutante dans le budget national. Mais qu'est-ce qui fait que la province du Congo central ne correspond pas à la taille de ses ressources? Cette province reste toujours une province un peu sous-développée. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Bon, d'abord, il faut que je vous explique comment ça fonctionne au niveau du budget. Voilà. Normalement, selon la loi, nos 40% de tout ce que nous faisons doivent être rétrocédés. Les 40%, c'est quoi? Ça relève de la loi des finances en ce qui concerne nos investissements. Donc, vous avez suivi, le chef de l'État a promulgué cette semaine la loi des finances que nous allons voir dans nos investissements. Donc, tous ces projets-là, normalement, en principe, automatiquement, chaque mois, on devait rétrocéder les 40% de ces investissements. Et ça, ce sont de gros montants. Parce que pour développer une province, cela ne peut se faire que par de gros investissements. Or, en réalité, ce qui vient, à ce que nous sachons, ce qui vient régulièrement, il s'agit de fonctionnement et de la rémunération. Mais je crois que les pourparlers sont là avec notre actuel ministre de Budget et Finances. C'est dans ce sens-là pour ne serait-ce qu'avoir un petit rien du côté des investissements. Deuxièmement, la province du Congo central regrette un peu. Vous savez qu'au Katanga, nous avons des collègues au niveau du marché public. Lorsqu'ils font la plupart de projets, sont payés directement par la redevance minière. Par contre, nous, on espérait qu'au Congo central, il était temps qu'on puisse nous rétrocéder les fils et la redevance pétrolière. Parce qu'il s'agit d'un gros montant qui peut non seulement développer la ville de Mwanda, mais aussi faire profiter aux autres territoires de la province. Mais là aussi, il y a des provinces fermes. N'oubliez pas que lors d'un conseil de ministres, cela a été acté qu'on puisse quand même libérer cette somme. Nous savons que le pays a beaucoup de problèmes. N'oubliez pas que la guerre nous imposée injustement est quand même venue anéantir les efforts du gouvernement. Donc c'est là, nous disons, que le gouvernement essaie de voir dans quelle mesure résoudre le problème par-ci par-là, mais sans oublier que la priorité, c'est de gagner cette guerre. Donc vous avez raison. C'est ainsi en interne. Le gouverneur de province, par le moyen en interne, ne cesse de faire ce qu'il peut faire. Hier, nous avons une bonne nouvelle, la route La Tortue, parce que les embouteillages de Matadi dérangent. C'est vrai, c'est une route urbaine, mais dans sa casquette de gouverneur de province, c'est lui qui doit impacter, parce que nous avons eu plusieurs gouverneurs, cette route n'a jamais été faite. Donc c'est là où nous félicitons toutes les autorités provinciales parce que cette route sera, ne serait-ce quelque chose pour alléger un peu nos véhicules en ce qui concerne les embouteillages du côté entre Kinkanda et Vodou. Il y a quelques semaines, quelques jours, le gouverneur de province du Congo central, Dr Guy Bandou, a pris un arrêté pour accorder l'exclusivité du déchargement de véhicules et autres engins roulants au port de Boma. Cependant, selon nos sources sûres qui sont sur terrain, il y a les amis de Matadi qui n'avalent pas cette décision. Ils font des lobbying, n'est-ce pas, pour attaquer cet arrêté. Et ils se disent, non, les véhicules ne doivent pas seulement être déchargés à Boma, et aussi Matadi avec ses ports, Matadi a 2 ou 3 ports comme ça. Dites-nous, vous en tant que notable de la ville de Boma, on vous donne une solution à des problèmes que vous cherchez toujours, et maintenant il y a des remous au sein de la population, au sein de ceux qui sont à Matadi. Comment vous pouvez analyser ces faits? Est-ce qu'il y a une crainte que cette mesure ne soit pas appliquée? Non, d'abord pour information, le gouverneur de province n'a rien inventé. N'oubliez pas qu'il s'appuie sur un décret qui existe déjà, mais le décret est clair. Le décret dit ceci,
les véhicules d'occasion ne passeront que dans un port qui a le matériel qu'on appelle contrôle technique. Aujourd'hui, le seul port qui dispose de ces matériels au Congo central, c'est Boma. Et donc, le gouverneur de province n'a pris un arrêté qu'en s'appuyant, je n'ai pas les détails de l'arrêté ici, qu'en s'appuyant d'abord sur ces décrets. Et c'est là, j'ai dit, cette polémique n'a pas sa raison d'être. Nous sommes quand même un même peuple. Je vous ai dit, moi je suis à cheval entre Boma et Matadi. Et je vous dis, le même déclarant sont à cheval, mais je crois que à court terme, nous devons quand même aider Boma à revivre. Parce que Boma n'est vu plus, c'est vraiment la catastrophe, c'est la désolation. Et je crois que c'était une occasion aussi pour le gouverneur, en tant que papa en province, de pouvoir, ne serait-ce qu'à court terme, redonner vie à la ville de Boma. Et je pense que c'est de bonnes guerres. De nos sources, nous apprenons aussi une structure à Boma, Bampangi Eric Lubamba, qui sensibilise la population, ça et là, pour aller s'enrôler. Et vous-même, vous avez tenu des matinées de réflexion. Quelle est la motivation qui a fait de sorte que vous puissiez quitter votre bureau à Matadi, descendre à Boma, essayer un peu de réunir les différentes représentations des couches sociales et parler de la question des relances des activités à Boma avec les Bomatraciens? Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, nous nous sommes dit ceci. L'enrôlement cette année a un caractère assez exceptionnel, d'autant plus que vous vous enrôlez, cela vous amène à vous introduire sur ce qu'on appelle la carte d'identité. Premier message. Deuxième message, nous avons compris, pour être fort, il faut avoir beaucoup plus de représentants. Généralement, Boma, de ces côtés-là, nous traînons le pas. Et nous avons pensé à travers une structure que j'ai appelée Bampangi. Il y a Eric Lubamba, qui c'est en Kikongo, pour amener les gens, conscientiser les gens à se faire enrôler. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en 2024, nous reprenions encore le même pleur. Le même pleur, c'est-à-dire, si aujourd'hui nous sommes en mesure d'amener autant de représentants, cela peut nous permettre, dans des débats qui concernent la province, qui concernent Boma, nous puissions faire entendre notre voix. Donc voilà la motivation. Nous nous sommes dit que nous devons cette fois nous impliquer pour pouvoir donner cette chance. Voilà, M. Eric Lubamba, parce que nous sommes en train de chuter avec notre émission, j'aimerais avoir cette précision de votre part. M. Eric Lubamba, est-ce que vous êtes fier d'être du Congo central? Je suis très fier. J'aime ma province. N'oubliez pas que moi, je travaillais avec Jacques Mbadou. Et vous savez de quoi je parle. Et je travaille aujourd'hui avec le gouverneur Guy, je travaille avec le gouverneur Atouma Toubouana, je travaille avec le gouverneur Justin Lumba. Et donc j'ai quand même une vision architecturale de la province. Mais je vous dis, c'est beau d'être né Congo. Voilà, je suis né Congo. C'est beau d'être né Congo. Qu'est-ce que vous attendiez du président Félix Tshisekedi par rapport à la province du Congo central? Je crois que le chef de l'État, que nous saluons respectueusement, a montré des signes favorables pour la province. D'abord, n'oubliez pas le plan de développement local de 145 territoires, dont chaque territoire chez nous sera servi, puisque à travers la CFF, les appels d'offres, et aujourd'hui, ils ont reçu des accords. Je crois que c'est le chef de l'État, d'une manière ou d'une autre, qui nous a donné ce courage de pouvoir revendiquer notre redevance pétrolière. Et donc, nous pensons que, à travers le gouvernement, puisque c'est le gouvernement en fait qui manage, nous espérons recevoir, comme je disais, régulièrement nos rétrocessions. Je ne suis pas la personne la mieux placée. N'oubliez pas que je suis technicien et vous aurez l'occasion de recevoir notre ministre des Budgets et Finances qui pourra encore vous édifier. Donc voilà, nous remercions vraiment notre gouvernement pour cela. Ok. Pourquoi et à l'exode rural, plusieurs de nos compatriotes quittent le Congo central pour venir vivre à Kinshasa? Quelle est la solution qu'on peut avoir de sorte que chacun puisse rester dans sa province pour développer sa province? Nous constatons que la main-d'œuvre quitte plus, surtout la jeunesse, ils quittent plus le Congo central pour la capitale Kinshasa. Qu'est-ce qui les attire à Kinshasa?
Bon, mais moi je crois que le problème d'exode rural, ce n'est pas seulement un phénomène du Congo central, c'est à travers tout le pays. Et donc un travail doit être fait. Mais moi je relève déjà, je prends nos jeunes qui étaient à Tchéla, vous faites vos cultures de manioc, vous faites vos cultures de champs, vous êtes incapables, ne serait-ce que d'évacuer ces cultures. Mais c'est terrible. Et donc comme au Congo central, il suffit de prendre un camion pour se retrouver à Kin, ben voilà, ils ont une image tronquée, malheureusement, parce que pour nous qui venons à Kin, la première chose qui nous accueille, ce sont ces embouteillages monstres. Donc je ne crois pas que c'est meilleur. D'abord, je vous informe, nous mangeons bio. Donc, la nourriture qui vous vient ici, c'est la nourriture qui vient du Congo central. Donc, ne serait-ce que pour cela, je crois que... mais, vous avez raison, nous devons plus investir dans les infrastructures et c'est ainsi nous réclamons nos crédits d'investissement pour pouvoir booster cela. Voilà, parce que vous avez dit que vous êtes fiers d'être né Congo. Tous les né Congo du monde entier vous suivent à travers la PES TV. Ils sont en Suisse, en Belgique, au Bénin, au Cameroun, au Nigeria. Ils sont dans le Katanga, ils sont dans le Bandundu, à l'Équateur. Ils sont au Congo central, dans les 10 territoires et les 2 villes qui composent cette province. J'aimerais que vous puissiez lancer un message en langue par rapport à cette population. Mais tout ma plaie. Mon Eric Lubamba, mais na Kin, Sam na Kisal. Alors, bamam ke mingi na Congo central, mais qui sal ke na Usalama na gouverneur abetu, ben meza ba na loi de finances, yake vwana ba crédit d'investissement. Ba crédit na yake bon mingi sam na usala développement. Mais membre ya funu bubu, mon voix abetu vwana na directeur général ya ACGT, bien nzila ya Martin Tchela yake salama. Parce que meza ba produits agricoles, ba ananas, ba bima nyonso ina kanaya me bima yake résultat sans mon province. Sinon mingi ya otuba ke levé betuka kanzambi et puis kisalo. Voilà membre otuba. Voilà, Betka Kanzambi, Mingi Kisalo, c'est ce que j'ai retenu. Voilà. C'était un plaisir pour nous de recevoir M. Rick Lubamba, qui est de la cellule de passation des marchés publics au gouvernorat du Congo central. Il est aussi notable de la ville de Boma. Il est, je vous informe qu'il a été président de la Fédération des entreprises du Congo. À Boma. Là, vous n'avez pas précisé ça à Boma. Ah oui, bien sûr. Nous avons été président de la FEC, Fédération des entreprises du Congo à Boma. Voilà. Et pendant 3 ans quand même. Voilà, et nous savons que les résultats ont été fructueux et ceux qui prennent la relève savent continuer sur les jalons des AGT par M. Rick Lubamba. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Comment vous avez trouvé notre chaîne? Non, très bien. Des questions percutantes. J'espère que nous avons été à la hauteur. Bon, de toute façon, ce n'est pas un examen. Bien sûr. Nous échangeons, nous partageons. Oui. Je crois que le plus important, c'est que nous ayons un regard pour la réussite de ces pays. C'est tout ce que nous voulons. Et pour nous, spécialement pour notre province. Nous sommes une province à vocation agricole. Je crois que nous devons faire un effort. Donc, nous avons un grand merci aux promoteurs de la chaîne. Vraiment, merci et respect. Et nous devons encourager ce genre d'opérateurs. Voilà, merci beaucoup. Nous avons fini avec M. Rick Lubamba. Moi, je vous retrouve prochainement dans notre magazine. Mais je vous laisse suivre quand même les différentes réactions des hommes politiques par rapport à la guerre qui prend naissance entre le cardinal Ambongo et les hommes politiques des différentes couches ou encore des différents regroupements. Je vous laisse suivre ces éléments-là. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, que chacun de vous puisse avoir une idée des prises de position. Là, nous avons, n'est-ce pas, toutes les représentations, que ce soit de l'opposition, de la résistance ou encore du pouvoir, et nous n'allons pas quand même laisser les pays sombrer. Capitalisons le message du pape, paix et réconciliation. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne. À l'issue de la messe papale tenue le mercredi 1er février 2023 à l'esplanade de l'aéroport de Ndolo, messe au cours de laquelle l'archevêque métropolitain Frédolin Ambongo a fait savoir au Saint-Père Pape François de la misère à laquelle la population congolaise est plongée. L'échantillon de jeunes patriotes croyants catholiques ont adressé un mémo au pape qui séjourne encore en RDC, au sein duquel ils ont souhaité la bienvenue au pape. Nous, l'échantillon de jeunes patriotes croyants catholiques, souciés du bien-être du peuple congolais, ainsi que du développement de notre pays, la République démocratique du Congo, un idéal qui ne cesse de se constater dans la gouvernance du président de la République
chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Sommes réunis en ces lieux, devant la résidence du Saint-Père, Pape François, pour lui déposer ces mémos que voici. Avant tout, nous réitérons nos chaleureux souhaits de bienvenue au Saint-Père, le Pape François, en visite apostolique ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Reconnaissant de l'intérêt qu'il porte pour le peuple congolais, nous les remercions pour les énergies positives que nous recevons de sa présence, qui contribuera sans nul doute à la paix et à la prospérité de notre nation. Au menu de leurs intentions, ils ont fustigé l'implication négative du cardinal Ambongo dans le régime sexuel de Félix Tshisekedi. Nous sommes dans le regret de vous faire constater que l'archevêque a délibérément omis de mentionner sa propre responsabilité, s'exprimant par son combat contre les efforts que ne cesse de mener le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour alléger la dite souffrance à travers sa gouvernance. À cet effet, partant de son propre postulat, nous venons dénoncer l'indifférence complice de l'archevêque de Kinshasa en ce qui suit. Alors que le peuple souffre, selon lui, 1. L'archevêque Fridolin Ambongo ne s'est pas gêné de réclamer à l'actuel chef de l'État, en présence des croyants catholiques, la non-réalisation d'une promesse de cadeau d'une voiture Jeep 4x4 lui faite par l'ex-président Joseph Kabila. 2. L'archevêque, alors que le peuple souffre, l'archevêque ne se refuse de recevoir à des fins privées des présents offerts par diverses personnalités publiques de notre pays, dont certains sont acteurs de cette souffrance tant décriée. La démocratie et la liberté d'opinion ont été les sous-bassements de cette association qui s'est sentie indignée des propos du cardinal Fridolin Ambongo lors de la messe papale. Nous aimerions que les politiciens, l'homme politique congolais écoute la demande du pape pour qu'aujourd'hui nous soyons rassemblés, que nous soyons tous unis en Jésus-Christ. Parce que vous savez, la misère sociale que nous connaissons, les stabilités politiques nécessitent vraiment que nous soyons ensemble. Mais l'homme politique congolais est très difficile et très dur d'oreille. Il va écouter les messages et il va faire autre chose. Mais nous espérons qu'avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, cette fois-ci tout va bien se passer. Donc tous unis en Jésus-Christ. Il est venu pour nous donner un message de paix, un message de réconciliation. Et je crois que nous tous, nous voulons nous réconcilier entre nous, qui est la paix à l'Est et qui est la paix pas seulement à l'Est, mais dans toute la République démocratique du Congo. Je place également le message de ce jour sous le signe de la paix, du pardon et de la fraternité. Il est venu pour demander à tous ceux qui exploitent le Congo depuis des siècles de laisser enfin le peuple congolais libre et jouir des richesses que Dieu a placées dans ce pays. Et que l'homme congolais, comme un diamant, avec multiples facettes, plusieurs tribus, puisse rayonner dans le monde. Ça nous réconforte. Pourquoi ? Il est venu avec un message de paix. Il a donné espoir aux Congolais. C'est pourquoi aujourd'hui c'est un grand jour pour les Congolais. Et sa présence en tout cas, moi personnellement, même ma famille aussi, nous sommes très contents.